Salut tout le monde, je sais pas si vous allez être nombreux ou en direct ou en rediffusion, mais merci d'écouter, merci de partager, puis merci de continuer de vous impliquer pour essayer de changer les choses en incarnant ce changement. Donc aujourd'hui, j'ai encore plusieurs sujets. On va passer écoute, de la fin du port du masque à aller au scrutin, à aller à la crise de l'essence. Donc on a plusieurs sujets rapidement et par la suite je quitte et je vais aller faire une action citoyenne au Parlement. Donc, si jamais il y a des gens du coin qui veulent venir nous rejoindre au Parlement de Québec aux alentours de 15 heures, personnellement, par la suite, vers 15h30, 16h, action citoyenne va commencer à aller marcher dans les rues de Québec. Donc, pour l'instant, j'aimerais dire, hey, enfin, c'est fini la couche dans le visage. On peut passer à autre chose, les amis. Mais là, je sais pas si c'est vrai, je parlais d'un Tim Hortons encore aujourd'hui. Mais j'en entends des vertes et des pommures. Ça aurait l'air que certaines entreprises, comme Tim Hortons, continueraient d'exiger le port du masque à leurs employés. Je me demandais vraiment comment est-ce qu'un employeur pouvait outrepasser les droits garantis d'un travailleur. Donc, j'invite vraiment les travailleurs non syndiqués à contacter les normes du travail et de demander en quoi l'employeur a droit d'exiger quelque chose de cette sorte, hein. Je veux dire, clairement, tu as des droits garantis, tu as droit à ton consentement, tu as droit de refuser des traitements médicaux ou autres. Et clairement, je comprends pas où que Tim Hortons ou qu'une compagnie privée aurait l'autorité par-dessus les droits civils et les droits constitutionnels d'un être humain garanti. Donc, je vous invite vraiment à contacter les normes du travail et de vous assurer que votre employeur est en droit de le faire. Sinon, faites une plainte en bonne et due forme. Et si vous connaissez des gens au Tim Hortons, n'hésitez pas en allant consommer votre café, votre beigne ou votre sandwich ce midi, ce matin, ce soir ou demain, de leur dire « Hey, by the way, es-tu sûr que ton employeur a droit d'exiger un port du masque? Tu devrais peut-être contacter les normes du travail parce que d'après moi, ils n'ont pas le droit. » Donc, d'après mon humble avis de citoyen, je doute fortement que ça peut faire partie du règlement vestimentaire. Ça serait vraiment quelque chose d'incroyable. Puis Joe Hébert, ouais, je suis homosexuel, t'as raison, les gens m'ont sûrement pas assez vu avec... Anyway, t'as bien raison, Joe Hébert, tout un rapport. Fait que signaler Joe Hébert pour fake account, bloquer Joe Hébert à la fin de ce live, bye Joe Hébert. Okay. On y va immédiatement avec un audio. Puis comme j'ai dit aussi, hein, si c'est la même chose pour les camps Tim Hortons, il y a des enfants qui se font refuser parce qu'ils sont pas inoculés ou autre. Contactez et faites une plainte pour discrimination. Contactez les organismes, contactez le protecteur du citoyen, le tribunal des droits de la personne. Hier, j'ai mis tous les courriels de l'Assemblée nationale sur mon mur. Donc, si vous descendez un peu plus bas sur mon mur, vous allez avoir tous les courriels d'un coup. Vous pouvez les copier-coller dans un brouillon de vos courriels. Laissez ce brouillon-là comme étant un aide-mémoire que vous pouvez juste aller copier-coller dans chaque nouveau courriel par la suite pour envoyer à tout le monde. Ce qui veut dire que vous pouvez faire juste un courriel brouillon avec toutes vos questions, vos enjeux et les courriels. Et quand vous voulez le renvoyer, vous avez juste à copier-coller, créer un nouveau courriel pour pas perdre votre brouillon et l'envoyer. Donc, vous allez sauver énormément de temps et d'énergie et vous allez communiquer avec toutes les institutions dans un one deal shot. Donc, pour la suite, on y va avec le fameux camionnage et on va entendre le ministère des Transports qui contrôle et fixe les prix, ce qui fait perdre en moyenne 60 sous le litre aux camionneurs actuellement. Donc, quand que le camionneur se fait appeler par le ministère des Transports et lui dit « J'ai besoin de toi là-bas », le ministère des Transports fixe lui-même les prix, ce qui fait perdre 60 sous le litre aux camionneurs. Donc, actuellement, on trouve qu'il y a une inflation monstre. Imaginez-vous lorsque les camions vont arrêter de rouler. Le leader de l'opposition officielle. Monsieur le Président, voici la réalité des camionneurs indépendants. À chaque fois qu'ils reçoivent un appel pour aller travailler sur un chantier du ministère des Transports, ils perdent de l'argent. Parce que c'est le ministère qui fixe le tarif pour la compensation de leur carburant. Le ministère leur remet un montant qui fait en sorte qu'en date d'aujourd'hui, là, avec le prix de l'essence comme il est aujourd'hui,
Ils perdent environ 60 sous à chaque fois qu'ils mettent un litre d'essence dans leur camion et ça dure comme ça depuis des mois. Monsieur le Président, il y a beaucoup de Québécois là, qui ne sortiraient pas du lit si on leur disait qu'ils perdaient de l'argent à chaque fois qu'ils allaient travailler. Pourtant, c'est la situation dans laquelle le ministre des Transports place nos camionneurs. Alors, je veux qu'ils prennent un engagement clair aujourd'hui envers eux, qu'ils nous disent clairement qu'il va ajuster le tarif de référence au prix actuel du diesel et qu'ils prennent l'engagement de le mettre à jour à chaque semaine. Monsieur le ministre des Transports. Monsieur le Président, cette formule d'indexation a fonctionné avec les camionneurs artisans pendant des années. Aujourd'hui, la situation mondiale, la guerre en Ukraine, l'inflation, la pandémie nous amènent à avoir une fluctuation du coût du carburant de façon plus qu'importante. Le coût du diesel est passé à 1,25 du litre presque en début d'année, à presque 2,50 aujourd'hui, c'est presque le double. Depuis des semaines déjà, on est en discussion avec l'association, avec l'enquête, pour être capable de trouver une nouvelle formule d'indexation. Alors, je l'ai répété depuis 48 heures, je le répète devant le collègue, nous allons trouver une formule qui sera gagnante, autant pour les camionneurs que pour le ministère des Transports. Première complémentaire, Monsieur le leader de l'opposition officielle. Monsieur le Président, c'est bien beau ce que le ministre nous dit, là, mais ça fait des mois que les camionneurs lui disent que c'est pas soutenable, qu'ils perdent de l'argent à chaque fois qu'ils travaillent pour le ministère, qu'ils peuvent pas continuer de financer le ministère des Transports et le ministre n'agit pas. Alors, je lui donne une autre chance. Est-ce qu'il va accepter leur demande? Est-ce qu'il va accepter d'ajuster le tarif de base au vrai coût de l'essence pour qu'ils arrêtent de perdre de l'argent quand ils travaillent pour lui? Monsieur le ministre des Transports. Monsieur le Président, on est un gouvernement qui est pragmatique. Je suis toujours ouvert à discuter avec tous les différents secteurs du ministère. Mais le problème, c'est que pendant qu'ils discutent, le prix de l'essence monte puis les gens perdent de l'argent depuis des mois. Moi, j'ai une question directement au ministre. Il la recevra sûrement pas, mais vous pouvez y écrire et lui demander. Est-ce que c'est si difficile que ça d'augmenter l'indemnité du kilométrage de l'essence des camionneurs ou ça peut se faire en une semaine ou une journée ou une heure dans une assemblée, dans un parlement uni pour le bien de ses travailleurs, de son système de transport, de sa collectivité dans le domaine de la construction et de la distribution, de l'entreposage, donc du contrôle de l'offre et la demande, donc directement ou indirectement sur l'inflation. Est-ce que c'est normal qu'au Québec, ça prenne plusieurs mois et qu'on n'a toujours pas d'indexation concrète? Comment ça se fait qu'on n'a pas créé un système d'indexation basé sur les prix du marché qui fluctuent depuis toujours? Ça fait longtemps qu'on le sait que le marché fluctue. Donc, comment ça se fait que dans la loi, dans l'indexation, dans la compensation, c'est déjà pas prévu d'être ajusté à tous les 2 semaines, tous les mois ou tous les trimestres? Justement pour compenser le fait que c'est un marché volubile qui change toujours de prix, qui varie quotidiennement pratiquement de quelques cents. Donc, techniquement, pour rentabiliser l'économie et le salaire des transports et autres, ça devrait être indexé, tant qu'à moi, à tous les mois minimum. Déjà par défaut. Surtout dans un marché comme l'essence. Fait qu'encore là, ma question, c'est combien de temps, monsieur le ministre, ça vous prend pour indexer les prix et les quotas des prix par rapport au marché pour le bien des transports, donc de l'inflation du... Combien de temps vous avez besoin? 1 an? Parce que dans 1 an, quand vous allez indexer sur les prix de cette année, ça n'aura plus rien à voir avec les prix de l'année d'après que vous allez avoir indexé sur l'année d'avant. Donc, est-ce que ça fait du sens? Bon, continuons sa réponse, parce qu'il nous disait qu'il était pragmatique. Fait que j'aimerais rappeler que ça, les amis, là, c'est l'élite de l'élite. C'est tout ce qu'ils sont capables de nous offrir. Des mois de discussion sans solution, sans... Non, toute coupe étrangement. Sans indexation, tentative de reconnexion. Hey, check ça, comment je suis proche. Le Wi-Fi, il est là, mon homme. D'après moi, Facebook, il aime pas ce que je suis en train de dire, ça arrête pas de bugger. C'est mystique, hein? Bon, fait qu'on repose la question, vu que ça plantait, puis qu'on vient de perdre 30 personnes, on va leur redemander combien de temps ça prend, monsieur le ministre, pour indexer les prix, OK? Combien de temps vous avez besoin? Allons-y. Les camionneurs artisans qui vivent une situation
je l'avoue, extrêmement compliqué depuis des semaines déjà. Je l'ai répété aux collègues, la formule d'indexation qui existe présentement a fonctionné pendant des années. Maintenant, la particularité que nous vivons aujourd'hui, dans cette pandémie, dans cette inflation galopante, le coût de l'énergie qui augmente, nous allons nous y attaquer très rapidement. On le fait déjà avec l'association et on va trouver une piste de solution pour le futur. Deuxième complémentaire. Ça a marché pareil de me faire bugger le signal, hein, parce qu'on a perdu 30 quelques personnes, puis ça continue de descendre parce que ça bug. Voyez-vous comment ça fonctionne de saboter les lives comme ça? On a perdu 30 personnes en l'espace de quelques secondes pendant que je suis en train de dire une vérité incroyable. Gros bug, gros lag, puis là, ça drop, puis ça drop, puis ça drop. Voyez-vous comment est-ce que dans la vérité, là, on n'a pas le droit de la dire sur cette planète de mensonges? C'est simple, on est dans une planète de menteurs. Fait que quand tu dis la vérité, tout de suite, tu te fais attaquer, tu te fais agresser, puis on veut te fermer. C'est automatique. Parce que la vérité dans le monde du mensonge, elle est interdite, elle est prohibée. Comprenez-vous? Aujourd'hui, c'est une autre journée où les camionneurs vont perdre de l'argent à cause du ministre des Transports. Et malheureusement, ce ne sont pas les seuls. Les gens de l'industrie du taxi, une industrie qui est déjà extrêmement fragile, là, eux aussi doivent vivre avec un tarif qui est régi par le gouvernement du Québec. Un tarif qui n'a pas changé, M. le Président, alors que leurs coûts ont explosé. Dans les deux cas, c'est le gouvernement qui fixe le tarif. Alors, est-ce que le ministre va permettre aux chauffeurs de taxi de simplement gagner leur vie? Monsieur le ministre des Transports. Petite parenthèse, M. le Président, la commission qui est responsable, la commission des Transports, va revoir ou est en train d'étudier présentement le tarif qui est initié à la base pour chaque déplacement par les taxis. Deuxièmement, je répète, je l'ai dit à mon collègue, les camionneurs vivent une situation plus que particulière depuis des semaines déjà. De janvier à aujourd'hui, on a vu une augmentation de près du double du prix du carburant. Nous nous penchons sur cette situation et on va trouver une piste de solution qui sera gagnante-gagnante, autant pour les camionneurs artisans que pour les entreprises, que pour le ministère. Fait qu'est-ce qu'on vient d'apprendre, les amis? Que ça fait des semaines que ça dure, que ça fait même des mois qu'ils le disaient au début. Ils ont rien fait pour les camionneurs, ils ont rien fait pour les chauffeurs de taxi, puis c'est le ministère qui fixe les tarifs. Fait que le ministère est en train d'extracter l'argent des camionneurs et des chauffeurs de taxi pour se financer lui-même en sous-payant et en ayant un coût de loin inférieur au réel coût que ça devrait lui coûter, donc nous coûter. Donc encore une fois, on voit la magouille, on voit la corruption et on voit surtout l'inaction, le manque de propositions, le manque de solutions, le manque de législation et surtout le manque d'indexation du prix du marché, donc de la consommation d'essence et de diesel. Félicitations, je suis vraiment fier. Là, on avait entendu qu'il nous disait que c'était à cause de la guerre en Ukraine et de la pandémie. Juste retenez ça en information, parce que dans le prochain vidéo, pas celui-là, mais l'autre d'après, on va revenir sur ce sujet, voir si c'est réellement crédible ce qu'il nous a dit, avec un beau clip d'un journaliste en France. Mais pour l'instant, on va aller écouter les camionneurs qui en avaient leur cul. Ça ne sera pas bien long, s'excuse pour les publicités. On est sur Ici Québec, Radio-Canada. Garé, tout le monde subit les impacts de la hausse des prix du carburant. J'ai une voiture, j'ai une alternative. Je peux rentrer travailler en vélo, je peux rentrer en transport. Effectivement, Cynthia. Vous n'avez pas d'alternative. Non, on n'a pas d'alternative. Puis actuellement, là, c'est pas mal catastrophique. Là. Effectivement, Wassim. Les gens perdaient environ 60 sous du litre. Alors, quand on consomme 300 à 400 Bien litres d'accord, par jour Pierre. avec nos camions, ben c'est 180 pièces minimum. C'est tout près de 200 $ par jour de moins que j'ai sur ma paye. Alors ça, il faut que je prenne ça sur ma paye de conducteur, parce que mon véhicule, lui, il faut que je l'entretienne, il faut que je le répare, il faut que je fasse les paiements, il faut que, écoutez, un camion, aujourd'hui, il est rendu à 300 000 pièces. Fait compter ça vite fait, là, puis les paiements, là, pour payer sur 7 ans, ça commence à faire des moyens paiements, là. Faisons une journée type, là. Quelqu'un qui travaille, par exemple, sur un chantier, sur de la couronne, par exemple, qui fait des allers-retours. Ça ressemble à quoi en termes de consommation de carburant puis de revenus? Environ, là, les revenus en moyen là, par jour, là, aux alentours de 1 000 $.
On travaille à peu près 10 heures à 100 pièces de l'heure, ça donne à peu près 1000 pièces. Alors là, actuellement, je prends ce 1000 pièces-là, puis quand je prends mon carburant, au début de l'année, c'est supposé de payer 1,14 litres. Là, je suis rendu à 2,40 avant TPS, TVQ, du même litre. Alors là, je suis rendu que je consomme, ça me coûte 2 fois plus cher de carburant qu'au début de l'année. Alors, je suis plus capable d'arriver avec ça, puis là, il faut que les camions, ils vont serrer le camion. Là. Faisons des maths, là. C'est 1000 pièces par jour qui rentrent pour le contrat. Ça veut dire combien de fuel qu'on met, combien de diesel qu'on met dans une journée normale? Aujourd'hui, on met à peu près 6 à 700 pièces par jour de diesel. Donc, il en reste 400. Bon. C'est pas donné, ça. Non, c'est ça. Le paiement du camion. Est-ce qu'on en est rendu à dire que les camionneurs sont presque rendus à payer pour faire leur journée de travail? On finance le ministère des Transports. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous en donner un exemple. Prenez 300 litres par jour, à 2 piastres le litre, à 2 $ de litre, on est à 600 $ par jour. Le ministère des Transports, on n'est jamais payé en bas de 45 jours. Jamais. Là. Puis la plupart du temps, c'est 60 jours. Alors, à 45 jours, si on fait le calcul, avec 600 $ par jour, 45 jours, 25 000 piastres, je mets ça où? Sur une marge de crédit, en attendant d'être payé à du 8 puis du 10 % d'intérêt, ou ben non, ma carte de crédit loadée à 20 puis 22 %. Vous savez, les compagnies pétrolières, eux autres, là, faut que je paye aux 15 jours, puis bien souvent à la semaine. Là. Plus que le prix monte, plus qu'il raccourcit mon délai de paiement. Pour ses pertes réelles, elle ne veut pas perdre ça, au cas que les camionneurs fassent faillite. Fait qu'on est dans une situation où on frappe un mur actuellement. Les gens sont plus capables. Aussi bien rester ça dans le cours, puis faire d'autres choses, parce que là, on sera plus capable. Ce qui va arriver, si ça arrive, quand on sera plus là, ben ça va être les multinationales puis les grandes compagnies qui vont prendre le contrôle du camionnage en vrac. Et là, c'est eux qui... Quand on sera plus... Les grandes compagnies, les multinationales qui vont prendre le contrôle et qui vont fixer leurs tarifs. Hey, c'est-tu moi où ça ressemble au plan des mondialistes, encore une fois? Prendre le contrôle d'un secteur public, du gouvernement, des citoyens, par les citoyens, pour les citoyens, puis réussir à mettre le prix dessus, le privatiser et contrôler l'offre, la demande et fixer leur prix. Ça ressemble pas au modus operandi de toutes ces grandes familles et compagnies qui ne pensent qu'au profit sur la vie. Ah, excuse Jonathan, j'avais oublié quels étaient nos vrais ennemis. Je pensais que c'était l'aide sociale ou le gars à 100 000. Ben non, c'est eux, en haut, les industries, les chummies. Puis qu'est-ce qu'ils viennent de nous dire, monsieur le camionneur? Il est allumé pas à peu près, monsieur le camionneur. Ils viennent de nous dire, moi là, quand que j'achète de l'essence, je suis pas payé avant 45-60 jours. C'est 2 mois de délai. 1 mois et demi à 2 mois de délai. Il dit, moi, là, pour 45 jours, ça me coûte 25 000 piastres d'essence. Il dit, moi, monsieur le ministre, je le mets où? Sur ma marge de crédit à 10 % d'intérêt. Fait que les banques font de l'intérêt. Ou si je le mets sur ma carte de crédit à 20-22 % d'intérêt. Puis là, c'est les compagnies de crédit qui font l'intérêt. Parce qu'il dit, nous, là, les pétrolières, nous obligent à payer. Plus que ça coûte cher, plus qu'on doit payer à la fin de la semaine, souvent. Ou sinon, c'est aux 15 jours, parce qu'ils ne veulent pas perdre l'argent au cas qu'on ferait faillite. Donc, les compagnies privées, les banques privées font 10 % d'intérêt sur le 25 000 du camionneur. Ou sinon, c'est les cartes de crédit qui font 20-22 % d'intérêt sur le camionneur. Puis pendant ce temps-là, le gouvernement, lui, il prend 3-4 fois plus de temps, si c'est aux 15 jours. Sinon, c'est 10 fois plus de temps que ce que le camionneur a comme délai pour payer. Fait que ça veut dire que pendant 2 mois, il cumule des intérêts sur sa marge de crédit ou sur sa carte de crédit sur 25-50 000 $ de gaz. Puis après ça, c'est qui ramasse l'argent? Lui, il paye son camion, ses plaques, ses assurances, les intérêts. Il finance le ministre des Transports à perdre 60 sous le litre. Bing, bing, bing. C'est quoi le but de l'élite? Ah oui, d'avoir une flotte de camions électriques automatiques qui s'autopilotent dans les alentours de 2030-2032. Ah oui, qu'il y ait juste ça. Ben voilà, en ce moment, ils sont en train de sacrer tous les camionneurs indépendants à terre pour qu'il reste juste les camionneurs des compagnies de transport. Voilà ce qui reste. Puis il va rester quoi après? Ben juste les méga corporations, parce que toutes les autres vont faire faillite, comme ils viennent de le dire. Fait qu'ils vont contrôler le marché. Fait que là, c'est encore une fois le contribuable qui va être pogné à payer le prix de l'industrie plutôt que le vrai prix de ce que ça coûte dans une société libre, consciente et responsable qui autofinance ses propres marchés pour maintenir une économie forte et locale, donc un emploi, une expertise, une production, un savoir-faire, une autonomie.
Ben oui, être apte et compétent, voilà d'où ça part. Fait qu'on continue d'écouter notre monsieur. Et là, c'est eux qui vont fixer le tarif. Ça ne sera plus le ministère qui va fixer notre tarif. Ça va être les compagnies qui vont fixer le tarif. Et là, le ministère des Transports va payer vraiment ce que ça coûte, puis encore plus, parce qu'ils vont contrôler les prix. Là, le ministère contrôle ces prix du camionnage en vrac sur ces chantiers. Plus tard, c'est les grandes compagnies qui vont contrôler le prix du camionnage en vrac sur ces contrats. Vous êtes ici pour manifester. Le message que vous dites, c'est vous demandez un ajustement. Ça serait quoi la méthode de calcul? Mon prix, le ministère fixe mon prix à 1,14. Il est rendu à 2,40. Compensez-moi pour cette différence-là, puis on va donner le service, puis on va construire le Québec comme on a fait depuis 50 ans. On a toujours été partenaire avec le ministère, et là, c'est un manque flagrant de respect. On veut juste être compensé correctement. Parce que c'est une situation exceptionnelle. Et voilà, c'est exceptionnel, et c'est là que ça se passe, depuis le mois de mars. Est-ce qu'il y a des camionneurs qui sont là, qui vont carrément remettre les clés, vont déclarer faillite? Est-ce qu'on est rendu là? On est rendu là. On est techniquement presque en faillite, là. Alors là, on va débuter la saison, puis il faut que j'attende encore 45 jours avant de commencer à être payé. On n'est plus capable. On n'est plus capable, il faut que ça arrête, là. Les gens sont à bout de souffle, puis nous aussi, on a connu la pandémie, là. Les camionneurs aussi ont connu la pandémie, là. C'est dur pour le moral, la pandémie. Imaginez, quand tu recommences à travailler, puis qu'il t'arrive une situation comme ça, que tu laisses 200 piastres par jour, que tu finances le ministère. Non, là, les gens sont plus capables, là. Quelle écoute vous avez du ministère? Ben écoutez, on s'appelle souvent, j'ai en contact régulièrement avec le responsable au cabinet du ministre des Transports. Oui, on regarde ça, on comprend la situation, mais il n'y a rien qui se passe. Alors là, les camionneurs ont dit c'est assez. Faut faire de quoi? Alors là, on est allé rencontrer tous les députés. Donc là, on espère que eux autres soient capables de pousser par en haut la machine pour faire comprendre au ministère des Transports qu'on ne mérite pas d'être traité comme ça. On traite pas nos partenaires comme ça. Parce que là, on est vraiment maltraités. M. Légaré, merci. Au plaisir. Bravo, M. Légaré. Une très belle entrevue, très belle réponse. Vraiment, là. Bravo. Je trouve qu'il représente vraiment bien les camionneurs du Québec. Vraiment, là. Tu fais honneur à ton milieu, mon homme. Fait que j'espère que vous comprenez que, encore une fois, le gouvernement ne fait rien. Donc, clairement, indirectement, s'il ne fait rien depuis tout ce temps, c'est parce que ça fait son affaire que l'industrie shut down et tombe à terre. Parce que, faut le rappeler, le but de la mondialisation, c'est de faire crasher les gouvernements et l'économie pour les remplacer par leur nouvelle monnaie et leur gouvernance mondiale. Donc, ils doivent faire en sorte que les systèmes implosent, que les gens grognent, que l'économie tombe pour pouvoir amener leurs solutions. Donc, c'est pour ça qu'actuellement, partout dans le monde, les économies vont vraiment pas bien. Parce que qu'est-ce qui déclenche une guerre, une révolution ou une crise civile, une guerre civile? C'est les crises économiques. C'est quand le monde a faim, qui ont plus d'emploi et qui sont plus que la majorité, qui sont au-delà des 40-50%, là, la merde à pogne. Puis ceux-là qui veulent nier ce que je dis, rouvre les livres d'histoire. Rouvre les livres d'histoire. Rouvre les livres d'histoire, man. OK? Puis viens me dire que je me trompe. Puis viens me dire que c'est pas la solution de faire chuter l'économie et les gouvernements pour être aptes et compétents de dire aux gens, voilà notre solution. L'économie mondiale, la devise numérique mondiale et l'intelligence artificielle mondiale pour gérer les ressources humaines mondiales et planétaires. OK? Encore l'autre jour, j'apprenais que Québec, ça fait combien de temps qu'on veut mettre des connexions Internet dans les régions? On n'a jamais été capable d'investir ça, de créer les infrastructures malgré tous les investissements. Ben Québec, là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a signé un contrat avec Starlink de plusieurs millions, la compagnie d'Elon Musk. L'élite, là, qu'est-ce qu'ils veulent faire dans leur plan The Internet of Things? Connecter toutes choses. Qui va avoir le grid planétaire de connecter toutes choses si ce n'est que Starlink et Elon Musk? Donc, quand que j'entends le gouvernement donner des millions de dollars pour couvrir les régions, plutôt que de créer des infrastructures québécoises indépendantes autonomes, je me dis, mais encore une fois, nous sommes en train de donner notre argent à un siège social extraterritorial pour des biens et services, plutôt que de créer l'expertise et les services ici et les infrastructures ici pour les gens d'ici. Non,
encore une fois, on voit le gouvernement qui finance le plan des mondialistes, The Internet of Things, puis on donne le contrat à Starlink, puis les gens des régions vont avoir haute vitesse à travers Starlink, le réseau mondialiste par excellence, The Internet of Things. Pourtant, ça fait 20 ans au Québec qu'on parle de connecter les régions. Comment ça qu'on n'a jamais été capable? Parce que c'est voulu. C'est voulu. Maintenant, on fait affaire avec Elon Musk et Starlink. Donc, c'est la même chose avec l'économie, c'est la même chose avec les camions, puis c'est la même chose avec tout ce qui est autour de nous. Il faut se rendre à l'évidence. Clairement, ça avance. Fait que là, on avait dit, c'est ça, fallait que je monte cette vidéo-là. Fait que là, on met tout sur le dos de la guerre en Ukraine. OK? On met tout sur le dos de la guerre en Ukraine. Moi, je suis écœuré. Je suis plus capable. Fait que on va aller mettre une petite vérité. Journaliste en France. Attendez. Les prix ont augmenté, mais ça n'a rien à voir avec ce qui se passe à l'est du pays. Alors, le fond du problème, il est très, très, très important à déterminer. Le fond du problème, il est simple. Il y a des multinationales qui sont en train de se gaver par rapport à cette loi d'offre et de demande qui est en train de se faire actuellement. On est en post-crise Ukraine. Le dirigeant de Super U ce matin a bien dit qu'on n'avait pas encore eu la répercussion de la guerre en Ukraine sur les prix. Donc tout ça n'est que pure spéculation des grandes multinationales qui sont en train de se foutre de notre gueule, littéralement. Et c'est là où je le dis, où l'État, et en l'occurrence Bruno Le Maire et le ministère de l'économie, bon, pour les quelques jours qui lui restent, ou alors son successeur, devraient vraiment se pencher sérieusement. Sur tout ce qui est la spéculation du moment, quoi. Actuellement, il n'y a aucune cause à effet entre la hausse des prix et la guerre en Ukraine, parce que tout le monde nous dit le blé est en Russie, le blé est en Ukraine, l'orge est en Ukraine, l'orge est en Russie. Toutes les augmentations sont faites. Le tournesol pour l'huile est en Ukraine. Le truc pour la moutarde de Dijon, voilà. Tout ça, on a ce matin un des dirigeants d'une des plus grandes boîtes de distribution alimentaire qui nous dit attendez, on stoppe. Là, les prix ont augmenté, mais ça n'a rien à voir avec ce qui se passe à l'est du pays. Alors, attention, donc c'est pourquoi ça augmente. Voilà. Donc maintenant, excusez-moi, explique comment ils font. Voilà. En fait, vous êtes en train de faut expliquer aux gens. En fait, ils retiennent les produits, ça monte, et comme ça, ils revendent plus cher. C'est ce qu'on appelle littéralement. Pour que les gens comprennent bien le truc. Ce qu'on appelle littéralement de la spéculation. Il n'y a pas de problème d'approvisionnement en ce moment. Et il n'y a pas de prix régulé. Il n'y a pas de prix régulé. Et c'est là où le loup rentre. Ce qui ne laisse pas parler, c'est l'enfer. Il n'y a pas en quelque sorte une sorte d'ordre de régulation étatique où ils te disent voilà, ce prix-là ne doit pas dépasser tant, ce prix-là ne doit pas faire tant, ou alors à la rigueur, si on veut pas être un bloc socialiste ou soviétique comme à l'ancienne, on dit ok, votre marge ne doit pas dépasser tant parce que on a des produits. Ça dépasse le pouvoir de la France, en l'occurrence. Alors, le problème, c'est que maintenant, tout est dirigé à Bruxelles. Donc, on n'a pas le libre arbitre de faire ce qu'on veut. On n'a pas le libre arbitre de décider ce qu'on veut sur notre politique intérieure commerciale. À chaque fois que la France veut faire quelque chose, elle se fait taper sur les doigts par Bruxelles en disant vous n'avez pas le droit, ça c'est de la concurrence déloyale, ça c'est ci, ça c'est ça. Maintenant, je vous le dis et je suis très sincère dans ce que je dis. Je connais des gens, moi, pendant la période, juste par exemple, Covid, qui rétentionnaient, et rien à voir, qui rétentionnaient des masques ou du gel hydroalcoolique pour faire augmenter les prix. Bah, bien sûr. C'était connu de tous et de donc tout là, le monde. comme on a été post-Covid et qu'il y a une forte demande, si tu veux, on a fait de la spéculation sur cette forte demande. Il y a des spéculateurs qui bloquent la marchandise en disant il va y avoir plus de demandes que d'offres. Qu'est-ce que ça va ça va augmenter et c'est qui va se prendre dans la gueule? C'est les consommateurs et nous on va gagner du pognon. Ça dépasse l'UE. Alors avant de rentrer dans le domaine, soyons factuels, avant de rentrer dans le domaine du bonbon, le gamin il a pas son bonbon parce que la maman elle doit économiser par rapport aux pâtes. C'est vrai, mais c'est là où justement l'État doit jouer son rôle de gendarme, d'accord, et dire on arrête les conneries. Là on parle d'un besoin alimentaire primaire pour la population. C'est ça et c'est pas autrement. Fait que qu'est-ce qu'on apprend? On apprend que l'indexation de la guerre en Ukraine n'a rien à voir parce qu'elle n'a pas encore eu lieu dans l'industrie alimentaire, que c'est de la totale bullshit, que les corporations sont en train de se gaver parce qu'ils font de la rétention de produits, donc ils les gardent pour diminuer l'offre, pour faire augmenter la demande, donc les prix, pour se gaver de cash. Donc voilà ce qu'on apprend à travers la France, les amis. Ben oui, ils viennent de confirmer ce que Jonathan et notre communauté dit à longueur de journée.
c'est pas facile, là. Fait que réalisez-vous que l'inflation monstre qu'on connaît, c'est parce que les industries sont en train de se gaver, puis les gouvernements les laissent faire et ne foutent que dalle, et que l'indexation par rapport à la guerre en Ukraine n'a pas eu encore lieu. Donc, si vous trouvez que l'inflation est monstre, attendez, le camionneur n'a pas été indexé, la guerre en Ukraine n'a pas été indexée, et les bateaux cargo stationnés en Chine n'ont pas été indexés. Watch out l'année prochaine, mes amis, là. D'après moi, il y en a une méchante gang qui vont réaliser dans 6 mois qu'encore une fois, Jonathan, avec son syllogisme, a prédit l'évidence de notre avenir, les amis. Fait que, comme que je l'avais dit pour les transports dans le temps, l'inflation, tout ce qui arrive, je l'avais dit, hein, les gens qui me suivent depuis le début, ils savent très bien que tout ce qui se passe là, Jonathan l'a déjà parlé, Jonathan l'a déjà dit, bien avant que ça arrive. Fait que, t'as le droit de m'apprendre un fou, je te garantis que ce que je te dis là, ça va encore arriver, puis même si ça arrive, tu verras que t'aurais dû agir. Fait que, j'ai un autre sujet maintenant. Hein, oui. Réforme du mode de scrutin. Lebel se contredit. Enquête. Qu'est-ce qu'on apprend là-dedans? Le ministre responsable des institutions démocratiques, Sonia Lebel, ça va pas bien. Lebel se contredit. La ministre responsable des institutions démocratiques. Fait que la madame responsable des institutions démocratiques, ben, elle se contredit. Après ça, on me fait croire qu'on est dans une démocratie. Tu me niaises-tu? Débusquer les fausses nouvelles, vérifier les déclarations des politiciens, trouver les vrais chiffres. Notre bureau d'enquête basé à Montréal et Québec est spécialisé dans l'art de rétablir les faits. Fait que quand tu es obligé de rétablir les faits sur le ministre responsable des institutions démocratiques, je m'excuse, c'est vraiment pas de bon augure. Chaque samedi, nos journalistes et recherchistes vous présentent leurs trouvailles pour vous permettre d'y voir plus clair dans l'actualité de la semaine. L'énoncé. Mardi, le député péquiste Pascal Bérubé a reproché au gouvernement Legault d'avoir renié une entente signée en 2018 concernant la réforme du mode de scrutin. On n'a pas renié notre engagement. C'est toutefois défendu Sonia Lebel, ministre responsable des institutions démocratiques. L'engagement a été déposé dans un projet de loi dans l'année qui suivait. L'accord avait été signé par François Legault ainsi que par Québec solidaire, le Parti québécois et le Parti vert du Québec. Étrangement, libéral et péquistes n'avaient pas signé. À retenir, libéral et les péquistes n'avaient pas signé. Comprenez-vous que c'est normal, ça, que les libérales et les péquistes et le Parti conservateur n'avaient pas signé le scrutin proportionnel? Parce que là, on vient d'entendre que notre ami va signer une entente avec Québec solidaire, le Parti vert. OK, non, il est là, le Parti québécois. Attends. Fait que ceux qui ont signé avaient été signés par François Legault, donc la CAQ, par Québec solidaire, le Parti québécois et le Parti vert. Donc, il nous manque libéral, conservateur là-dedans. N'est-ce pas? Je me demandais comment ça, les conservateurs n'ont pas voulu voter pour un scrutin proportionnel, ni nos amis libéraux. On continue, les amis, on s'amuse, n'est-ce pas? Donc, les faits. Le ministre Lebel se contredit en février 2019. Elle reconnaissait alors que la lettre signée par la CAQ et les 3 autres partis était un engagement pour un nouveau mode de scrutin. Vous le savez, l'instauration d'un mode de scrutin mixte compensatoire régional est l'un des principaux engagements du gouvernement. C'est un engagement qui avait pris notre gouvernement avant les dernières élections, conjointement, entre autres, avec le Parti québécois, Québec solidaire et le Parti vert du Québec. Fait qu'encore pas de libéral, pas de conservateur. Disait-elle lors d'une conférence de presse. Il est toutefois vrai que l'entente signée en 2018 n'indique pas noir sur blanc que le mode de scrutin devrait changer pour l'élection 2022. Le gouvernement caquiste a déposé un projet de loi visant à réformer le mode de scrutin en septembre 2019, mais il a plutôt choisi de ne pas y donner suite. Ah ben, regardons ça. C'est normal, ça. C'est normal, ça, les amis. Une promesse électorale principale, un engagement du gouvernement, est l'un des principaux engagements du gouvernement.
Puis nous autres, les codins, on s'en va voter la CAQ, je comprends pas. J'ai vraiment de la misère. J'ai vraiment de la misère. Fait j'espère que vous comprenez que la CAQ ne mérite vraiment pas d'être élue. Puis j'espère que vous avez réalisé qu'on a clairement démontré que les libérales et les conservateurs n'ont jamais signé l'entente pour le scrutin proportionnel. Donc j'espère que vous comprenez que les conservateurs et les libérales, là, on a de sérieuses remises en question envers eux. Parce que comment ça qu'ils n'ont pas signé l'entente pour le faire, le scrutin proportionnel? Une autre question à poser à Claire Sanson et à notre ami Éric Duhaime. Parce que je me pose vraiment la question, moi. En quoi que ce champion international-là veut vraiment nous sauver s'il n'a même pas signé cette entente-là, le Parti conservateur? Comment ça se fait que le Parti conservateur et le Parti libéral n'ont pas signé l'entente de scrutin proportionnel pour les Québécois, qu'il y ait une vraie représentation puis une vraie démocratie, si leur but est de dénoncer, justement? Posez-vous là la question, les amis, puis allez leur poser à eux aussi. Puis regardez bien ne pas vous répondre et peut-être même vous bannir ou masquer vos commentaires. Allez voir à quel point ils sont différents et meilleurs. Ensuite, une autre affaire, moi, ça me dépasse. Je suis plus capable. Encore une autre affaire. On me dit qu'on est dans une société démocratique. OK, ben si c'est vrai, regardez bien ça. En raison du refus de la CAQ et du Parti québécois, le débat des chefs est annulé en anglais. Annulé. C'est pas pire, hein? Il n'y aura pas de suite au débat des chefs en anglais qui avait été télédiffusé le 17 septembre 2018, une première dans l'histoire du Québec. La joute prévue le 20 septembre prochain a été annulée vendredi après-midi en raison de l'absence annoncée du chef caquiste et premier ministre sortant, François Legault, et du chef péquiste, Paul Saint-Pierre Plamondon. L'objectif était de permettre à tous les Québécois d'entendre les chefs de partis discuter, débattre et contester leur vision et leurs priorités pour le Québec et d'aider tous les électeurs à faire un choix éclairé, a expliqué le consortium dans une déclaration écrite transmise à CBC Radio-Canada. Fait que si l'objectif était d'entendre les chefs débattre et contester leur vision et leurs priorités et aider les électeurs à faire un choix éclairé, comment est-ce que les électeurs vont pouvoir faire un choix éclairé s'il va y avoir juste un débat en français puis qu'ils comprennent pas le français puis que, indirectement, c'est facile de contrôler juste les médias francophones? Moi, j'aurais aimé ça, entendre des médias qui sont anglophones, poser des questions, puis avoir d'autres questions, puis avoir 2 débats. Donc, 2 débats égale 2 occasions, 2 fois plus de questions, 2 fois plus de propositions, donc 2 fois plus de chances d'avoir la bonne compréhension aux élections. N'est-ce pas, les amis? Fait en quoi, si on vit dans une démocratie libre, consciente et responsable, au Québec, dans un pays francophone et anglophone, nous n'ayons pas de débat en anglais? Posez-vous là la question. Est-ce que c'est normal? Donc, je vous invite à contacter le directeur des élections générales et de le souligner cette aberration électorale démocratique qui est un non-sens et qui bafoue clairement notre droit d'accès à l'information, des débats publics et de pouvoir savoir quelles sont les intentions réelles des différents partis. C'est un droit démocratique et c'est une exigence démocratique d'avoir un débat public national en français et en anglais pour permettre aux 2 catégories d'humains dans la langue officielle du Canada et du Québec de pouvoir avoir la même opportunité et la même chance de compréhension pour leur choix, leur sélection aux élections. Fait que dites-moi donc en quoi qu'on est dans une démocratie libre, responsable et qui honore ses responsabilités envers les anglophones et sa démocratie de sa population. Dites-moi encore une fois que ça démontre pas la corruption complète et totale. Comment ça se fait que le débat n'est pas obligatoire et qu'on n'a simplement pas retrouvé une date pour une autre disponibilité? Parce qu'à ce que je cherche, on est encore au mois de mai, à août, septembre. Ça donne 2 mois trouver une autre date pour que tout le monde s'entende. Fait que je comprends pas comment ça que c'est impossible que ça ait lieu. Puis je me demandais aussi,
Si on vit dans une vraie démocratie, comment ça que les députés indépendants ou les petits partis n'ont pas le même temps de parole à la radio, dans les journaux et à la télévision? Parce que clairement, c'est d'avantager les partis, les députés ou les candidats favoris de nos amis de l'oligarchie, parce que les autres, comme Jonathan, jamais ils vont les passer à la radio, à la télé ou dans les journaux. Donc, indirectement, c'est encore de la corruption et c'est de la compétition déloyale aux élections, puisqu'on favorise le temps d'antenne et la télédiffusion ou la radiodiffusion de certains partis ou de certains candidats plus que d'autres, qui fait qu'indirectement, les gens ne connaissent que ceux qu'ils ont vus. Donc, indirectement, qu'est-ce qui arrive aux petits partis ou aux candidats indépendants? Personne les entend, personne connaît leurs propositions, personne connaît leurs questions, leurs inquiétudes ou leur représentation de leurs idées et de leurs solutions. Donc, encore une fois, je suis obligé d'admettre que le directeur des élections, il est dans la méga corruption. Parce que si les élections seraient justes et impartiales, tous les candidats de n'importe où ils seraient, il y aurait le même temps de radio, de télé, puis d'entrevues dans les journaux, puis ça serait égal pour tous. Donc, encore une fois, je vous invite à vous poser la question et mettre de la pression sur le directeur général des élections en lui demandant en quoi est-ce que ça fait une démocratie libre, juste et impartiale. Demandez-leur. J'espère vraiment que c'est assez clair ce que je dis. Puis dernier petit sujet, je capotais quand j'ai vu ça. Je suis plus capable. Encore la folie de l'homme. La folie de l'homme. Ce nouveau bracelet anti-moustique peut-il vraiment vous protéger de l'utilisation chimique? Ce bracelet n'utilise pas de produits chimiques. Est la solution la moins chère et la plus saine pour une protection efficace contre les moustiques et d'autres insectes. OK. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent qu'il fait, ici, utilise une fréquence ultrasonique pour repousser les moustiques et les mouches. La faible fréquence énergétique est 100% inoffensive pour l'homme, le chien et le chat. Ils nomment 3 affaires. Mais ici, ils nous disaient que ce bracelet offre une protection efficace contre les moustiques et les autres insectes. Fait que je me demandais, là, si on est 1 million de Québécois à se promener avec ça, là, partout dans les villes, on va sacrer des zones partout. Ils vont tuer les abeilles, les guêpes, les bourdons et autres insectes, comme les mouches et les maringouins. Donc, indirectement, encore une fois, sous le couvert de ta sécurité, ils vendent un produit qui va tuer les pollinisateurs, qui va tuer les insectes qui font l'humus des sols, puis ils vont appauvrir la biodiversité tout en te vendant un sacrement de produits connectés. Fait, j'espère que vous réalisez que leur solution, c'est constamment que du poison, hein, parce que leur but, c'est la terraformation. Puis l'évidence à cette question, c'est que la NASA dit qu'on terraformerait Mars comment? En amenant nos industries qui créeraient une atmosphère. Hein? Donc, clairement, ils nous disent, la NASA, que nos industries transforment l'atmosphère. Donc, ensuite, on fait quoi de la Terre avec nos produits chimiques, insecticides, fongicides, herbicides, plantes génétiquement modifiées et autres fongicides et compagnie? Donc, clairement, qu'est-ce qu'on fait réellement? On change la structure lumineuse, on change la structure chimique, on change la composition de l'atmosphère, puis on change la résonance de la Terre. Voilà ce qu'on fait. On terraforme la petite planète. Pour qui tu penses? Qui ne peut vivre dans ce monde? Et qui a besoin de portails ou de robots pour se manifester à l'intérieur de notre réalité en ce moment, puisque justement les résonances, les fréquences et les micro-organismes les détruiraient et les feraient crever à l'instant. Donc, qui a besoin de changer l'atmosphère, la résonance, la composition chimique des sols, de la lumière et autres? Qui a besoin de faire ça? Un être humain ou quelqu'un qui veut prendre ton bien? Pose-toi là la question, mon homme, puis j'espère que tu vas allumer en sacrament qu'il serait temps que tu sauves la biodiversité puis la Terre avant qu'elle soit complètement terraformée pour ces entités qui sont écrites depuis longtemps dans toutes sortes de religions, toutes sortes de pierres, toutes sortes de tombes, toutes sortes de monolithes. Donc j'espère vraiment que tu vas allumer que c'est eux nos ennemis et non nous-mêmes.
Bon après-midi, puis si vous voulez venir me rejoindre, je m'en vais au Parlement, je vais être là à 3h, je commence à marcher à 3h30, action citoyenne, ça suffit les amis, on s'en va réveiller les Walking Dead au centre-ville de Québec. Merci tout le monde, 432 Hz, 72 BPM, je t'aime, oui, toi, puis c'est pour ça que j'ai encore débusqué des clips irréfutables, indéniables, officiels, quantifiables, mesurables, vérifiables pour démonter ces petits comptables. Fait que savourez le fait qu'on n'a plus de masque, puis partout qui vous impose le masque, contactez le protecteur du citoyen, contactez le protecteur du consommateur, puis contactez, man, la police et autres, puis demandez-leur de quel droit un magasin outrepasse votre consentement médical, votre droit garanti canadien, québécois, international ou vos droits civils, et demandez-leur d'informer ces toukies qui disent des asti de niaiseries. So, merci, bon après-midi.